Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Frédérique Picard, qui est la présidente de Maison Carrel. Frédérique va nous expliquer son parcours et sa vision de la Maison Carrel, l'histoire bien évidemment de cette très belle maison et sa renaissance, son développement. Très beau podcast et bonne journée. Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Nous accueillons aujourd'hui Frédérique Picard. Frédérique Picard est la présidente de Carrel, qu'elle dirige depuis maintenant une dizaine d'années. Frédérique Picard, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce podcast. Vous êtes aujourd'hui à la tête de Carrel. Carrel, qui est une entreprise française et qui réalise des chaussures pour femmes, des sacs. Mais vous, votre parcours initial, vous ne l'avez pas débuté vraiment dans la mode. Vous avez débuté votre parcours chez Renault. Ouais, j'ai démarré dans l'automobile. Vous, qu'est-ce qui vous motivait quand vous étiez étudiante ? Quel était votre parcours initial ? Quand j'étais étudiante, mon parcours initial, c'était de faire du marketing. Mm-hmm. Donc ça, j'avais vraiment envie de marketing et création. Mais Renault, justement, je ne suis pas restée très longtemps. Je suis vite partie chez L'Oréal. D'accord. Où là, je suis restée 12 ans et c'était plutôt très marquant en termes de, à la fois, expérience terrain, parce qu'on commence par un stage route qui dure parfois 1 an, où vraiment on se coltine avec ce que c'est que la vente et le client. Et ça consiste en quoi exactement ? Le stage route ? Oui. Eh ben, vous parcourez la France, vous avez une région. Et on vous donne des clients à aller voir et convaincre sur une collection de shampoings, de solaires, produits solaires. Moi, j'étais dans la pharmacie et je devais faire des campagnes de produits solaires au mois de janvier, février. C'était pas facile parce que il fait très mauvais, donc on a du mal à se projeter en général. On est en plein hiver. Souvent, il leur reste des stocks, donc les pharmaciens sont très réticents. Donc, il faut apprendre à la fois avoir une bonne rhétorique, un bon sens de convaincre. Du coup, c'est formateur, cette expérience. Très formateur. Et puis aussi, il faut bidouiller. Il y a toujours des solutions qu'on trouve sur le terrain qui ne sont pas marquées sur votre checklist. Mm-hmm. Donc ça, c'est très amusant. Et surtout, vous apprenez un truc fondamental, c'est que plus tard, quand vous aurez à convaincre vous-même, quand vous serez au marketing d'un bon produit ou pas, vous vous souviendrez des remarques et des commentaires des utilisateurs finaux. Et donc, ça vous donne beaucoup plus de poids que quand on est un peu hors sol, parfois quand on n'a jamais fait cette expérience du terrain, et de la critique, et de se confronter à la vraie vie, en fait. Oui. Voilà, donc de ce point de vue-là, L'Oréal était extrêmement formateur, paradoxalement, sur les choses les plus éloignées aussi de ce que j'ai fait après le plus, c'est-à-dire du marketing. Vous avez fait quoi chez L'Oréal, justement ? Qu'est-ce que vous avez appris chez L'Oréal ? Alors, chez L'Oréal, j'ai appris déjà à travailler avec des groupes très divers, très différents, parce qu'on est confronté à des gens qui viennent de tous les pays. Donc, il faut pouvoir parler le Babel language. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, on doit être assez technique parce qu'il faut parler au labo. Mm-hmm. Et il faut parler aux commerciaux. Et il faut aussi convaincre sa hiérarchie quand on arrive avec un nouveau projet. Et là, c'est peut-être ce que j'ai appris et, disons, vécu avec parfois beaucoup d'angoisse. Mais c'était très formateur et très sympa aussi avec le recul. C'est quand vous êtes en salle de prospective induction, c'est vraiment une salle où vous avez en face de vous... Enfin, moi, j'étais du temps de Owen Jones. Oui. C'était un président un peu mythique de L'Oréal. Et quand on était trop long, par exemple, il vous arrêtait tout de suite en disant « Bon, allez, donne-moi ton produit, je vais regarder ce qu'il y a marqué dessus. » Et sur un après-shampoing, par exemple, quand c'était pas indiqué qu'il fallait rincer ou pas rincer, c'était un truc tout bête, mais tout s'arrêtait. Et on reprenait nos dossiers et il n'y avait aucune suite possible à la discussion. Mais vous voyez, c'était des tout petits trucs où le diable est dans les détails. Et ça, je l'ai vraiment appris là-bas. Et qu'est-ce que, justement, ces confrontations-là, qu'est-ce que ça vous a apporté pour la suite, finalement ? C'est quoi ? C'est de la rigueur, de l'organisation, de l'anticipation ? Alors, je dirais un peu de tout. C'est-à-dire qu'il faut savoir improviser, ça c'est sûr. Par contre, bien préparer, penser aux petites choses très concrètes, ça c'est aussi très important et qu'on oublie. Mais je le vois même dans la fabrication d'une chaussure. Ouais. Donc on en parlera après, mais il peut y avoir des petits détails qui font qu'après une chaussure ne se vend pas.
Donc, c'est beaucoup d'essais, beaucoup de confrontations pour savoir si c'est bien ou pas, même si on a de la critique au début, c'est ça qui vous rend plus fort. Et c'est ça que j'aimerais apprendre aux jeunes aussi, c'est que vraiment, il faut savoir accepter de remettre constamment sur l'ouvrage. Et ça, chez L'Oréal, on pouvait passer 2 ans ou 3 ans sur un projet. On était retoqué. Il fallait... et quand il passait, par contre, ça pouvait être un grand succès dans les supermarchés, où ça dépend du circuit de distribution, bien évidemment, mais c'est nécessaire. Il n'y a pas de coup de bol. Cette exigence-là, elle est nécessaire pour atteindre la performance derrière. À fond. Ouais, vraiment. Vous, chez L'Oréal, quel projet vous ont marqué, ou vous parliez d'Owen Jones, quel personnage vous ont marqué de votre passage dans la maison? Alors, j'ai travaillé au marketing sur un développement de marque qui s'appelle Fructis, qui était des shampoings avec une base biologique de plantes. Et il y avait des personnages, d'ailleurs aujourd'hui, il y en a un qui était mon directeur marketing à l'époque, qui s'appelle Nicolas Hieronymus, et qui était assez incroyable parce qu'il était tous azimuts. C'est-à-dire qu'il pouvait voir dans un texte la petite phrase qui n'allait pas, tout comme être assez stratège dans l'ensemble de la projection de la marque, par exemple Garnier. Et donc, cette vision un peu d'hélicoptère, où on peut passer du gros plan au plan d'ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est très recommandé quand on est dans un grand groupe comme ça, parce qu'on travaille sur plein de projets en même temps. Et il faut être tout le temps dans l'instantané du moment et être bon tout de suite, parce qu'après, ça ne revient pas. Et donc, tout de suite, avoir une espèce de capacité de concentration. Et ça, lui, ça, je m'en souviens, il était quand même très, très redoutable sur ça. Mis à part aussi un grand sens de l'humour, et ça, c'est sympa aussi. C'est-à-dire qu'on pouvait... Enfin, moi, j'ai appris qu'on pouvait aussi faire sérieusement son métier, tout en n'étant pas toujours très sérieux. Et ça, c'est quand même ce qui vous marque aussi. Enfin, moi, ça m'a toujours marqué dans le management. Cette capacité à prendre un peu de distance avec soi-même et puis déstresser aussi les autres, surtout quand ils débutent, ce qui était mon cas. D'accord. Et vous le disiez, vous avez passé 12 ans chez L'Oréal. Ouais. Quelle a été votre trajectoire? Je suis rentrée au marketing des produits de beauté de Vichy et des crèmes de soins. D'accord. Alors c'était très intéressant parce que Vichy étant une marque de laboratoire, il ne fallait pas faire n'importe quoi du tout. Oui. Il ne faut jamais faire n'importe quoi, mais là en l'occurrence, il y avait des molécules, enfin, c'était sur les modes d'emploi, les notices, etc. Il fallait que la présence des labos soit très marquée, donc il fallait une bonne rhétorique un peu scientifique ou avec on va dire un vernis scientifique, parce que c'est vrai qu'on n'était pas non plus des professionnels de la recherche, mais en tout cas, il fallait comprendre ce qui était le sens des formules, de façon à l'expliquer à d'autres professionnels qui sont les pharmaciens. D'accord. Ça, c'était pendant à peu près 4 ans. Ensuite, je suis passée à la division coiffure. D'accord. Kerastase et L'Oréal Coiffure. Donc, ils sont des divisions beaucoup plus créatives parce que l'interlocuteur n'est plus le pharmacien, mais le coiffeur. Donc ça, c'est encore autre chose parce qu'il a d'autres attentes. Les salons de coiffure, il y en a énormément en France. Donc, c'est une distribution très importante. Et c'est une petite PME. Chaque salon est une PME. Oui, une TPE même, c'est tellement petit que c'est assez complexe. Oui, mais c'était amusant parce qu'il faut leur apprendre. Du coup, il fallait leur apprendre aussi ou travailler avec eux sur les aspects business. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait d'un temps mort quand les clients ne sont pas là? Les clientes, elles viennent à midi. Puis elles viennent le soir, rarement l'après-midi. Si vous avez madame machin qui vient faire ses mèches, mais qui a 80 ans, sinon les autres, les femmes actives, etc., ils viennent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce temps mort? Donc ça, c'était intéressant parce qu'on a créé des programmes de formation avec les coiffeurs sur comment dynamiser un salon et pour éviter que le personnel ne fasse rien pendant ce temps-là. D'accord. Donc ça va quand même au-delà du produit et de la vente du produit. Ouais, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et puis après, j'ai été chassée par un chasseur de tête pour reprendre la direction générale de Annick Goutal. Oui, ça c'était en quelle année? Ça, c'était en 1990. Annick Goutal. Ouais. Et vous avez fait 2000, pardon. 2000, 2000, oui, 2000, c'est- pardon. c'est- 2000. Okay. 2000. Donc, et donc Annick Goutal, vous 10 prenez ans la aussi. direction générale Ouais. en quelle année? En 2001 ou 2002. D'accord. Ouais. Quelle est la complexité de passer d'un groupe comme L'Oréal à la direction générale d'une PME? Vous me disiez c'était à peu près 50 personnes chez Annick Goutal. Quels étaient pour vous les challenges? Alors, le challenge, c'est... D'abord, il faut savoir tout faire et pas avoir peur même de se tromper. Parce qu'évidemment, il y a plein de métiers où on ne va pas du tout être spécialiste. Notamment le choix des parfums, par exemple, c'est quand même un truc assez dingue. Pourquoi? Parce que c'est une expérience sensorielle. Alors, il faut à la fois
se dire si moi j'aime, peut-être que d'autres aimeront, ou si j'aime pas du tout, peut-être que d'autres aimeront pas du tout, et puis aussi le contraire. Donc avoir cette modestie de se dire, ce grand recul-là, ne pas se fier forcément aux études, parce que les études, c'est comme les algorithmes, ça vous donne toujours le passé, mais ça vous donne pas ce que va être demain le parfum, le hit. Ça, c'est intéressant. Parfum. Parce que pour beaucoup, c'est effectivement la ligne directrice à suivre. Vous dites, il y a des éléments à prendre, mais c'est pas le seul axe à suivre. Alors, je dirais qu'en fait, c'est ce qui est intéressant à trouver, c'est surtout quand on travaille pour une marque de niche, c'est les études qui vous décèlent le pic. C'est-à-dire que si vous avez des facteurs très discriminants, c'est-à-dire que si vous avez des filles qui disent j'adore, et d'autres qui vous disent je déteste, c'est 100 fois mieux d'aller par là et de creuser que des études où on vous dit c'est un bon parfum, je l'achèterai à tel prix, etc. Ça, en général, ça fait des parfums MeToo. Ce qu'on appelle MeToo, ça c'est une expression très L'Oréal, c'est-à-dire qui ont déjà existé, qui vont peut-être faire un petit succès commercial, mais qui ne resteront pas. J'ai en tête, par exemple, le parfum de Thierry Mugler, Angel. Les études étaient catastrophiques. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de femmes qui l'aimaient, mais celles qui l'aimaient l'adoraient. Et ça, c'est un phénomène très intéressant qu'on retrouve un peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'une bande de fans peut être beaucoup plus intéressante pour une marque parce qu'elle va vous l'entraîner très loin. Et puis ça va faire boule de neige par rapport à un consensus mou qui n'est pas passionnant. Surtout dans le parfum où il y a des centaines de créations par an. Ouais. Donc il faut vraiment pour sortir, et surtout quand on est tout petit. Oui, c'est ça. Du coup, alors ça c'est très intéressant. Ça c'est un aspect de réflexion, de stratégie, c'est-à-dire comment accepter d'être différent quand on est tout petit et prendre des risques. Et ça, c'est pas évident de se dire, ok, on met de côté toute une partie d'une clientèle potentielle. Mais on prend les risques et on avance. Comment on équilibre son offre pour être marqué, pour être identifié ? Comment on équilibre son offre ? Il faut avoir un concept de marque, déjà, pour que les filles ne viennent pas chez vous par hasard. Ouais. Ça, c'est un truc important. Et donc, à partir du moment où on a ce concept, en l'occurrence là avec Annick, c'était sa vie à elle. C'est une fille du Sud. Donc avec toutes ces fragrances de la Méditerranée, la Corse où elle avait une maison, etc. Donc il y avait toute une story un peu sur une histoire, mais qui était vraie. En l'occurrence, c'était autour de la créatrice. Toujours formidable quand il y a un créateur qui emmène. À la limite, il peut même faire des petits zigzags parce que on n'est jamais c'est millénaire. C'est son identité, oui. Voilà. Il la travaille comme il a envie. Exactement. Et puis aussi, par exemple, Annick Goutal, c'est une marque qui, au départ, travaillait beaucoup sur les fragrances naturelles. C'est-à-dire que, par exemple, le parfum le plus connu qui s'appelle Eau d'Adrien, il est à base d'agrumes, mais des agrumes assez sophistiqués. C'est pas juste citron-orange. Quoique l'orange verte d'Hermès, c'est quand même aussi un très grand parfum. Et justement, on allait chercher ces fragrances à Grasse, du côté de Robertet, etc., qui sont des grandes maisons. Et donc, il y a tout un art de travailler à partir de choses très simples, mais un peu comme la cuisine. C'est-à-dire que si vous avez des très bons ingrédients, vous pouvez faire des mets encore très surprenants, même si vous avez l'impression que vous avez toujours mangé des pâtes à l'arrabbiata. Il va y avoir le chef qui va savoir vous mettre un tout petit peu plus de piment et puis la présentation aussi. Oui. Donc ça, c'était une façon aussi de construire sa ligne de parfum, sa gamme, c'est-à-dire de rester ce qu'on est avec la volonté de faire des choses à partir d'ingrédients naturels et sophistiqués à la fois, parfois rares. Et comment justement, dans un environnement du parfum où il y avait des grands groupes qui étaient présents, des blockbusters, une distribution qui était très large aussi. Comment vous avez vu l'émergence des parfums de niche ? C'était à peu près dans cette période-là où il y a eu une poussée des marques de parfums de niche. Comment vous avez vu cette émergence ? Comment Annick Goutal s'est positionnée aussi dans cet univers-là ? Comment vous avez navigué dans cette période-là ? En fait, c'est vrai que moi, je venais d'un grand groupe où il y avait énormément de blockbusters, Lancôme, il y avait déjà des grosses marques, Armani, des grosses marques de parfums. Mais j'ai toujours trouvé personnellement que ça manquait un petit peu de charme, parce que moi j'aime tout ce qui est artisanal, j'aime tout ce qui est fait à la main, j'aime tout ce qui est un peu une faute, qui est pas tout à fait parfait, etc.
D'ailleurs, les parfums justement d'Annick, au début, il n'y avait pas toujours le même parfum d'une année à l'autre, parce que les plantes, ça varie. Un peu comme un bon vin. Exactement. Où on cherche quand même On cherche à planifier une et à lisser les aspérités, mais en même temps, il peut y avoir d'une année sur l'autre plus ou moins de sucre, etc. Donc c'est un peu ça. Et j'ai trouvé que ces parfums-là étaient peut-être un petit peu trop lisses. D'accord. Voilà. Après, ça convient. Il y a des gens qui aiment bien mettre un pull noir et un jean, pour ceux qui aiment bien s'habiller de façon très. Et puis d'autres qui recherchent des choses différentes et différenciantes. Et le parfum, c'est une signature. Quand vous partez, quand vous sortez d'une pièce, il y a quelque chose qui reste, c'est votre parfum. Donc c'est très important quelque part. Donc c'est un atout non seulement de séduction, mais aussi d'inscription de votre être dans le temps, dans l'espace, sur un oreiller, pour un enfant. Le parfum d'une mère, c'est un truc, c'est dingue. L'olfactif reste dans la mémoire. Oui, oui. Aujourd'hui, on dit qu'on apprend la mémoire, elle est décuplée quand on écrit. Bien sûr, parce qu'on fait un geste plus important que quand on tape, parce qu'écrire, c'est déjà un espace peut-être plus important aussi, dans le bras, voilà. Mais c'est aussi parce qu'en fait, l'odeur de l'encre, l'odeur du papier, etc., vient inscrire un supplément dans le cerveau qui fait qu'on va plus capitaliser sur ce qui est écrit à ce moment-là. Et donc, quand les gens vous disent je préfère écrire en fait que taper à la machine, finalement, peut-être qu'on reviendra à ça, même pour les enfants, en termes d'apprentissage, pour dire que c'est peut-être un tout petit peu plus fort, parce qu'il y a cette sensation, on n'apprend pas que de façon intellectuelle, on apprend aussi avec les sens. Il y a plusieurs sens qui sont, ça combine. Qui sont combinés. C'est un combo. Voilà. C'est un combo. Qu'est-ce que, finalement, de votre expérience chez Annick Goutal, qu'est-ce que vous gardez, vous, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui qu'est-ce que vous gardez de cette expérience-là de directrice générale ? Alors, je garde un très bon souvenir de ma présidente, oui. Brigitte Tétinger, pour ne pas la nommer. Donc, tout l'héritage des parfums, des champagnes, c'est pas non plus complètement un hasard, parce que c'est une façon aussi de vivre le luxe. On a parlé du vin tout à l'heure, mais c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que cette excellence des cuvées, du travail des bouteilles, etc. Donc, je garde une très bonne expérience à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'entente de managériale, d'une équipe formidable, très jeune, très investi, parce que le parfum, c'est une passion. Si vous ne l'avez pas, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de rationnel. Oui. Donc, si vous n'êtes pas... c'est un peu comme la mode, d'ailleurs. Hein. C'est dur à mettre dans le tableau Excel, encore une fois. Compliqué, hein, on est d'accord. Donc, c'est vrai que moi, j'étais avec une bande vraiment de passionnés. Et puis, on a fait des trucs incroyables. On a été à New York, on a été au Japon, on a été aux États-Unis. J'étais à Los Angeles, chercher des multimarques, À l'époque, c'était finalement, c'était déjà une expérience d'international qui n'était pas si fréquente dans les PME. Et on a réalisé jusqu'à 60% de notre chiffre à l'international, ce qui était quand même très bien. Oui. Et puis l'international lointain, c'est-à-dire que c'était pas seulement la Belgique où on avait une boutique. Ouais. Mais j'ai rien contre les Belges, pas du tout. Mais c'est vrai que on a été chercher on a lancé nos lignes plutôt très loin et c'était une expérience assez exceptionnelle de ce point de vue-là. En 2010, vous changez encore de vie et d'univers. Vous décidez de reprendre une marque. Oui. Comment déjà on décide de reprendre une marque ? Et racontez-nous un peu, ça doit être un peu une aventure quand même, d'aller de trouver celle qui vous convient, de trouver les financements. Comment vous avez monté ce projet ? Alors, c'était un peu long justement parce que c'était pas si évident. C'est vrai que j'ai été approchée d'abord par un cabinet de conseil. Qui savait que j'étais chez Annick Goutal, donc avec une expérience française, PME, etc. Et j'ai été approchée par quelqu'un qui était en contact avec la famille Carrel pour le côté expertise comptable. Et souvent, ça se passe par les changements pour les PME d'acquisition, c'est souvent avec le comptable ou l'expert comptable que ça se passe parce qu'ils ont d'autres clients et puis il y a le bouche à oreille, etc. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, en l'occurrence, c'était Grande Tortone. Ils m'ont approché et ils m'ont dit, voilà, on a dans notre futur portefeuille de session une marque qui est une marque d'accessoires. Je ne peux pas trop vous en parler, mais il y a une histoire française, il y a une histoire de boutique, il y a une histoire d'artisanat et puis de belles stories, de belles histoires
depuis des années et des années à remettre en scène, etc. Donc, vous allez, je pense, pouvoir vous exprimer dans ce contexte qui est plutôt industriel, enfin plutôt d'usine, mais où il y a aussi la mode. Voilà. Je précise ça parce que moi, la chaussure, je connaissais pas du tout. Mais en l'occurrence, d'abord, je suis de Grenoble. Bon, c'est un petit détail, mais en fait, le fondateur aussi. Et son fils aussi, Tony, qui a repris les rênes de la société pendant 20 ans. Donc déjà, c'était assez rigolo. Et ensuite, surtout, moi, j'ai une partie de ma famille marseillaise qui a fondé aussi une marque de chaussures qui s'appelle François Villon. Alors, c'est une vieille marque avec Maud Frison. Donc, disons que dans ma famille, il y avait quelque chose autour de la chaussure. Donc, il y a une partie d'affect dans tout ça aussi. aussi. Oui, il y a une partie d'affect. Et Carrel est une marque à Grenoble, justement, très connue. Il y avait une boutique. Oui. Donc, vous êtes grenoblois ? Je suis lyonnais. Ah oui, voilà. Ben, c'est un peu cette région-là où tout se passe. Bien sûr, Romans-sur-Isère, etc. Et donc ça m'a vraiment parlé aussi, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le côté sensoriel des choses, le côté mémoire de l'enfance, moi, ça m'a vraiment tout à fait spontanément parlé. Et donc, quand j'ai été présentée à la famille, je crois qu'il y a eu un bon fit. D'accord. Et puis, ils n'avaient pas envie de vendre à un concurrent, ils n'avaient pas envie de vendre à un plus gros qu'eux, etc. Ils ont préféré le côté entrepreneurial de mon approche. Et vous vous sentiez prête à devenir propriétaire d'une marque à ce moment-là ? Bon, on n'est jamais prêt. Oui. Non, je crois qu'on n'est jamais prêt. Même aujourd'hui, j'ai tout le temps des doutes. Non, je me sentais pas prête, mais j'avais très envie. Et je crois que l'envie, elle peut être beaucoup plus importante que le sentiment d'être prêt. Vous savez, il y a des gens, ils sont prêts à faire plein de choses, ils le font pas. Hein. C'est vrai. Vous leur dites, mais vas-y, t'as tous les diplômes. Ah oui, mais il m'en faut encore un pour perfectionner tel truc et tout. Oui, donc, vous êtes passé à l'action. Je suis passée à l'action, mais disons que j'avais quand même un petit track record avec Annick Goutal, avec L'Oréal, etc. Et puis, ce qui m'a intéressée, c'était vraiment de ressusciter cette histoire de Carrel, parce que Carrel, c'est né en 1952. Oui. Bon, je ne sais pas si on va Gérard en parler Carrel. Mais voilà. Georges Carrel. Georges Carrel, excusez-moi. Georges Carrel, et puis sa femme Rosa, oui. sont arrivés à Paris après la guerre, et après une grande période un peu difficile pour eux, mais tout jeunes. Donc, ils ont monté leur première boutique, boulevard Saint-Michel, au 39, juste au pied de la Sorbonne. Et puis là, tout a démarré parce qu'ils ont eu l'idée de faire un contre-pied, sans jeu de mots, entre cette période de la guerre où les chaussures étaient lourdes. On faisait du bricolage avec du liège, avec des pneus réchappés. C'était pas du tout facile, les silhouettes des femmes. Elles étaient un peu empéguées. Et donc, eux, au contraire, ils ont décidé, un peu comme Sonia Rykiel le fera plus tard, avec les pulls on enlève les soutiens-gorge, on rend la femme libre, etc. D'alléger les silhouettes. Alléger les silhouettes en faisant ce qu'on appelle le trotteur, c'est-à-dire une chaussure avec un tout petit talon de 3 à 5 cm qui permet vraiment de courir tout en restant féminine et élégante, mais qui assure une stabilité et qui anti finalement femme-objet. Et bon, c'est le démarrage des années 60, vous voyez, où là, vraiment, la femme, elle va vers une émancipation au fur et à mesure maximale. On était obligé de demander à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'autorisation pour faire un chèque à son mari. Bien sûr, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque. Exactement. Donc c'était un truc de fou. Et eux, ils ont créé une marque qui était à la fois sur le plan de la forme, avec beaucoup de gaieté, parce qu'il y a toujours eu énormément de couleurs, d'innovation dans les matières, dans les associations. Ils ont même créé une ligne de fables autour des animaux, de petites chaussures en forme d'animaux, etc. Et en même temps, on n'oublie pas l'essentiel, on reste pragmatique, c'est-à-dire une chaussure, elle est faite aussi pour être portée tous les jours. Donc du fonctionnel aussi. Donc du fonctionnel, intelligent, confortable, simple, de bon goût et du coup qui traverse le temps. Et c'est un peu aujourd'hui sur cette ligne-là, cette ligne directrice que nous, on a construit Carrel. Oui, ce sont les éléments que vous avez voulu conserver et travailler quand vous êtes arrivé. Complètement. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous m'avez dit, c'est que oui, vous avez repris l'entreprise, c'est une entreprise familiale et il reste des membres de la famille. Aujourd'hui, dans les équipes, c'est une soixantaine de personnes aujourd'hui, Carrel, c'est ça que vous me disiez ? Oui. Il reste des membres de la famille encore dans l'entreprise. Tout à fait. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça complique dans l'organisation d'une société ? Alors, si vous voulez, pour moi, d'abord, c'est très important cette notion de transmission.
ou alors on ne fait pas ce métier-là, ou on n'est pas dans cette marque-là. Mais c'est vrai que Carrel, c'est une société où les chaussures se transmettent un peu de mère en fille. Donc déjà, il y a cette notion-là, ne serait-ce qu'avec les produits, avec les modèles. Il y a des femmes qui se sont mariées en Carrel. Et donc, dans leur placard, il y a des jeunes femmes que je rencontre aujourd'hui qui me disent « Mais ma mère, elle a une collection de Carrel qu'elle adore parce que c'est associé à des moments forts. Et pour moi, c'est donc une marque qui... » etc. Elle me raconte des choses comme ça incroyables. Ou qu'on avait quand on réussissait le bac, on vous offrait une paire de Carrel. Ça, c'est justement toutes les années Sorbonne où Carrel était justement au pied de ce monument de l'université. Et du coup, on a eu beaucoup de profs, d'élèves, d'étudiants, etc., qui ont acheté des Carrel. Ouais. Donc là, c'est vraiment... cette notion de transmission est très importante. Ensuite, la notion du temps. Parce qu'au-delà du côté affectif de la transmission, il y a aussi cette notion du temps. C'est-à-dire que les choses bien, elles se font... Il y a un proverbe portugais que j'adore, c'est que le temps n'aime pas ce qui se fait sans lui. Et c'est un peu ça. Si vous ne voulez pas gâcher quelque chose... parce que vous le faites trop vite, il faut accepter de prendre son temps. Et ça, pour une chaussure, quand vous faites une forme de chaussure, vous pouvez passer beaucoup, beaucoup de temps. Avant, elle se faisait avec du bois, Oui. et c'était une sculpture. On en travaillait fait. ensuite autour Voilà. de ce modèle-là, on le travaillait autour du bois. Exactement. Aujourd'hui, c'est en plastique ou en gomme, il y a des moules, mais ça reste quand même quelque chose qui s'usine au sens où, au millimètre près, la chaussure, elle va vous serrer au mauvais endroit, ou au contrefort derrière, il ne faut pas qu'il soit trop. Enfin, il y a plein de micro-détails qui font qu'une chaussure, elle est ajustée ou pas. Et donc, ou en dessous de la malléole, par exemple. Enfin, ouais, il y a plein de détails comme ça qui font que ça doit rester quelque chose où la main de l'homme est quand même très, très importante. Et entre la tête et la main, il doit se passer quelque chose. Donc, c'est assez intéressant ce que vous dites là. Aujourd'hui, dans une période où on a l'impression que la mode n'a pas le temps, le luxe, là, peut-être, mais la mode en tant que telle, on a l'impression qu'elle n'a pas le temps, que les produits doivent arriver en permanence, qu'il faut qu'il y ait un renouvellement permanent. Vous dites non, l'essence même d'une marque comme Carrel, c'est de prendre le temps. Alors, il y a des fast fashion. Il y a des marques qui passent leur temps à essayer d'étonner avec des choses très, très différentes tout le temps. Et puis, il y a aussi des marques qui sont là pour ancrer le passage du temps, justement, entre les générations. Ça peut être des marques dans l'horlogerie, ça peut être des marques effectivement dans la chaussure, dans les sacs. Un sac Hermès, il me semble que c'est quelque chose qui peut se transmettre de mère en fille, ça ne s'abîme pas beaucoup. Je dirais même qu'au Japon, les sacs, quand ils sont abîmés, ont plus de valeur que quand ils sont neufs. Vous savez que c'est le premier magasin Hermès de réparation au monde. Et les femmes, quand elles amènent un sac à réparer, elles ne veulent surtout pas. Le pire des pires, c'est de leur dire « On a perdu votre sac, excusez-nous, dans l'atelier, mais on vous en offre bien sûr un neuf, tout neuf, etc. » Elles ne veulent pas. Elles veulent l'ancien sac parce qu'il a des souvenirs. Parce qu'il est patiné, il est patiné. Il a vécu des choses avec la femme qu'il a portée. Et ça, c'est très important. Donc nous, effectivement, on est une marque qui traverse le temps et qui a envie d'offrir aux jeunes femmes d'aujourd'hui ce qu'on a offert aussi à leur mère, grand-mère, etc. C'est-à-dire une chaussure à la fois très simple, mais hyper élégante par son côté parisien, intemporel, parce que ça n'a pas changé. Il y a ce petit côté twist que les Américaines et les Chinoises viennent chercher aujourd'hui. Donc, c'est un truc qui est difficilement explicable. Aujourd'hui, Carrel, il y a combien de boutiques, il y a combien de revendeurs? C'est à quelle taille aujourd'hui? Alors, on a une 50aine de revendeurs dans le monde. On a une dizaine de boutiques, essentiellement parisiennes, et puis il y en a une aussi à Bordeaux. On est environ 60. Oui. Donc, mais c'est une petite équipe, la création, on est 6. Donc, en plus, il y a une autre marque qui s'appelle Carville et une autre encore qui s'appelle Accessoires Diffusion, mais on est surtout concentré sur Carrel. Et donc, c'est une équipe assez soudée. Et justement, vous me posiez la question de la famille. Fait partie de l'équipe de la création une jeune femme qui a aujourd'hui quand même 40 ans, mais on va dire une jeune femme, qui est la petite fille du créateur. D'accord. Donc, on a ce côté... transmission qui est dans le produit aussi. Voilà. Mais après, moi, j'aime bien la phrase de Karl Lagerfeld qui disait les archives, il faut les consulter, mais surtout, il faut les oublier. Ouais. Donc, il faut tout le temps marcher sur ces deux pieds-là, c'est-à-dire exciter avec de la nouveauté et aussi rassurer
avec ce qu'on sait faire, ce qu'on sait bien faire, parce que ça, la cliente, elle vient chercher ça. Une bottine très élégante, une botte qui tombe bien, avec une bonne cassure sur la cheville, mais pas trop. Mais ça, c'est des choses où vous ne pouvez pas vous improviser. Donc, il faut derrière des artisans qui ont l'amour de leur métier, qui connaissent les matières, les cuirs. Vous pouvez pas faire un sac avec le cuir d'un sac n'est pas le cuir d'une chaussure. On n'utilise pas les mêmes parties du cuir ou même le même cuir. Ou même le même cuir. Donc oui, il y a des tas de micro-sujets. Oui, je vous vois regarder le sac. Oui, justement, le sac, vous avez développé le sac aussi chez Carrel. Vous relancez le sac chez Carrel. Oui, en début d'année, on est arrivé avec une nouvelle ligne de maroquinerie. D'abord parce que, en fait, Carrel s'appelait avant Chausseurs Maroquiniers. Donc, on s'est beaucoup amusé à reprendre cette partie-là qu'on avait un peu oubliée à travers le temps. Donc, on a créé effectivement une ligne de 3 sacs. Un qui s'appelle le Sorbonne, qui est sous vos yeux, très classique, mais avec la boucle en bakélite, la boucle C du Carrel, et qui vraiment est le sac où vous pouvez aller partout, très simple, même si on l'a fait en rouge verni, en orange, etc. Mais il est intemporel. Et puis, on a fait aussi un sac qui s'appelle le Bibi. Et ça, c'est assez amusant parce que pendant 20 ans, Carrel a chaussé les hôtesses de l'air. D'Air Inter et aussi d'Air France. Donc, c'était vraiment la chaussure, l'escarpin Carrel était en agneau, était quelque chose d'extrêmement confortable et en même temps représentatif de l'élégance française, parce qu'à l'époque, les hôtesses, c'était un peu les ambassadrices de la France, avec ce côté un petit peu ridicule, mais en même temps, on regardait toujours si l'hôtesse était jolie, bien habillée, etc., dans l'avion. Donc, en souvenir de cette période-là, on a créé le Bibi en souvenir du chapeau que mettent les hôtesses, qui est un petit rond, une petite galette un peu ronde. Et donc, on a fait un saxo avec cette partie qui vient s'ajuster, qui peut aussi être interchangeable. C'est-à-dire que vous achetez un saxo blanc, mais vous pouvez mettre un couvercle rose. Ça, c'est moderne, un peu de modularité, d'adaptabilité du produit. Avec un peu de fantaisie et justement, vous pouvez acheter deux, trois couvercles chapeaux. Ça se présente un peu comme une boîte à chapeaux. Et on offre à la femme la liberté de pouvoir, en fonction de sa silhouette, de son vêtement, de changer de son look. Et vous les faites en production française. Alors, il y a une partie de nos sacs qui sont faits en France. D'accord. Et une partie qui sont faites au Portugal. Nous, on a vraiment une production qui n'est qu'européenne. D'accord. Donc, 80% de nos chaussures sont faites en Italie, un petit peu en France, un petit peu en Espagne, et les sacs sont faits au Portugal. D'accord. Et ce que vous disiez tout à l'heure, le grand international, États-Unis, Chine, cette notion de Made in France, Made in Europe, ça reste un point important. Alors, la notion style de vie parisien est très importante. C'est-à-dire que quand elles achètent, par exemple, nous, on a un best-seller en Chine qui est un Babies à 3 brides que les Chinoises adorent. Mais vraiment, littéralement, elles l'adorent. Et on commence à avoir vraiment du buzz de façon assez importante en Chine, avec des grosses influenceuses, ce qu'on appelle les KOL, les Key Opinion Leaders. Et puis, quand elles ont des followers, c'est pas 50 000, c'est 500 000. Donc, 1 million, etc. Oui, c'est vraiment tout de suite à l'image de la Chine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du nombre derrière. Et il y en a quelques-unes qui ont commencé à adorer nos chaussures il y a à peu près un peu plus d'1 an. D'accord. Et aujourd'hui, on commence vraiment à démarrer une très belle activité chaussures en Chine. Sur le marché chinois. Sur le marché chinois. D'accord. C'est intéressant. Je voulais vous demander justement quel était l'impact pour vous de la crise sanitaire, crise économique actuelle. Qu'est-ce que ça a comme impact sur votre activité ? A priori, sur un marché chinois qui est en rebond et qui se porte plutôt bien, vous ressentez ce rebond-là ? Alors, le marché chinois, il a été finalement très peu de temps impacté. Tout le monde le voit, puisqu'ils sont repartis à fond de ballon. Complètement. Toutes les statistiques nous disent qu'en 2050, ça fera 50% du marché du luxe. Donc, c'est sûr que c'est un marché où il est complètement impératif d'être. D'accord. En plus, les Chinoises, nous, on a des clichés, mais en fait, les clientes, elles sont aussi variées que les Américaines ou les Françaises. Et puis, il y a une nouvelle génération de Chinoises qui sont aussi très amatrices de choses différenciantes. Parce qu'on pense toujours aux Chinois, un petit peu suiveurs, etc. Alors, c'est vrai qu'elles aiment bien avoir l'exemple d'une star qui porte telle ou telle chaussure ou tel sac. Mais c'est vrai aussi
que, notamment dans les villes, Shanghai, Pékin, Canton, etc., et on voit Hong Kong, on voit une génération de jeunes femmes qui sont de plus en plus désireuses d'avoir des produits presque personnalisés, qu'elles ont un peu dénichés elles-mêmes. Et donc, ça venait un peu d'Europe, ça, cette envie de... Quand je vous ai parlé des parfums différents par rapport au blockbuster, finalement, c'est aussi en train de venir. On le voit avec des marques un peu à côté, volontairement, mais qui font un tabac en Chine. Et nous, on est un peu là-dedans. Et justement, pour vous, vous parliez de la couleur parisienne qui fonctionnait bien sur le marché chinois. Entre répondre à une attente du marché chinois et garder son histoire, sa couleur parisienne, comment au niveau de la création, vous gérez ça? Est-ce que vous regardez quelles sont les tendances du marché chinois pour aussi répondre à la dynamique que vous rencontrez sur le marché chinois? En l'occurrence, là, ce que nous demandent les clientes chinoises, c'est de rester parisiens, de rester français. C'est ça dont elles ont le plus envie. C'est surtout pas qu'on s'adapte à un goût trop chinois. D'accord. Sinon, elles ne viendraient jamais nous voir. Donc, ce qu'elles ont envie, surtout quand ces périodes où on voyage plus, parce qu'avant, on avait quand même un nombre important de touristes chinois en France. Il suffit d'aller aux Galeries Lafayette pour s'en rendre compte. C'est un magasin où parfois une personne sur deux est d'origine chinoise. Oui, ils font plus de 50% de leur chiffre d'affaires avec les touristes, et une grande partie des touristes sont effectivement des touristes chinois. Absolument. Et du coup, et nous d'ailleurs, on a 40% de notre chiffre d'affaires des galeries était fait déjà avec des Chinoises. Voilà. Bon, on les a plus aujourd'hui, donc ça nous a obligés d'ailleurs à accélérer le fait d'aller les voir sur place. Et donc, ce qu'elles ont vraiment envie, puisqu'elles peuvent plus venir chez nous, c'est qu'on leur vende aussi un tout petit bout de la vie parisienne, du lifestyle, d'une fille qui se promène sur le pont des Arts, avec les feuilles mortes de Paris, etc., etc. Ça, elles aiment bien ce côté romantique, qui peut paraître un petit peu cliché, mais au fond, vous savez, on s'aperçoit que quand nous, on a un Instagram qui est encore petit, mais qui grossit à toute vitesse, là, on a 60 000 followers, on s'aperçoit que le nombre de likes des clichés qu'on a de plus parisiens, et sont aussi aimés par les Parisiennes le plus. Donc, vous voyez... Cet effet miroir, peut-être un peu déformant, ou peut-être plus enjôleur, et peut-être intéressant aussi à travailler. Oui, donc en fait, la leçon de tout ça, c'est qu'il faut être soi-même. Il faut rester soi-même. Bien sûr, il faut se renouveler, mais tout en gardant ce côté rive gauche qu'on a eu au début. Un peu liberté, de façon de donner des couleurs à la vie, et tout en étant au pied des femmes, parce que nous, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est surtout pas de cultiver les femmes objets. Il y a des marques qui font ça, très bien, des chaussures pour des soirées, et tout ça. Nous, on est plutôt au service d'une femme active, d'une femme très indépendante, qui a envie de porter ce qu'elle a envie de porter, et qu'on lui donne pas plus de conseils que ça. On a vraiment des histoires assez incroyables. Quand moi, j'adore venir en boutique et vendre, et donc j'interroge toujours nos clients. Tu sais, pourquoi vous venez chez Carrel? C'est une petite marque, mais vous la connaissez d'où, etc. Et il y a des histoires incroyables. On a des journalistes, des avocates. On a des métiers de femmes qui sont aussi des femmes plus modestes, bien sûr. On a absolument de tout. Mais ce qui caractérise la femme Carrel, c'est que c'est une femme intelligente, je trouve, qui prend sa vie en main d'une certaine façon. Je trouve qu'elles ont du caractère. Vous qui parliez de contact avec les clientes, là, vous avez dû être un peu frustré sur cette année 2020. Qu'est-ce que vous attendez de cette année 2021 qui débute? Vous avez des espérances particulières pour Carrel et puis pour le secteur? Oui, alors on n'a pas encore parlé de quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui, on fait 30% de notre chiffre d'affaires sur Internet, grâce à notre site Internet. On vise à la fin de l'année 2021 un petit 50%. Ah oui, c'est un sacré bond en avant. C'est un sacré bond en avant. Donc, c'est vrai que ce confinement, ça nous a obligés à aller beaucoup plus vite sur le terrain de l'international, mais aussi de l'Internet. Et donc, ça nous permet aussi d'atteindre les clients dans le monde entier. Et ça, vous voyez que ça évolue, le fait de pousser la vente e-commerce, ça 50% vraiment... de notre chiffre est fait avec des clientes qui viennent de l'international sur notre site. Oui, c'est super encourageant pour vous. Et la moitié de notre Instagram aussi, donc ça correspond bien. Oui, c'est très, très encourageant, et c'est surtout en progression de 60% par an.
L'année dernière, on avait doublé. Et puis, c'est aussi sur assez peu de modèles, c'est-à-dire une famille de modèles qui sont vraiment nos iconiques. Donc, ça nous oblige aussi à nous resserrer sur notre histoire. Et cette histoire emblématique d'une Parisienne chic, un peu folle dingue, qui est à la fois ouverte sur l'extérieur, parce qu'en fait, on s'aperçoit aussi que les plus grandes Parisiennes, c'était des étrangères, souvent. Très bien. Pour cette année 2020, alors on vous souhaite un beau développement sur l'e-commerce et sur la partie internationale, a priori avec la Chine qui fonctionne très bien. La Chine et les États-Unis. Et les États-Unis. Parce que je terminerai juste par ça. On a juste reçu hier un petit mail d'une grande actrice qui s'appelle Maisie Williams, qui est dans Game of Thrones, qui nous a acheté le sac Bibi, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui veut faire une collab avec nous. Ah, c'est génial. Donc pour vous, c'est génial. Donc on a des très bonnes nouvelles comme ça, qui viennent un peu en météorite, mais qui sont pour nous des gages de développement dans des pays où c'est parfois pas évident d'atterrir. Mais les États-Unis, ça va être notre grande frontière sur cette année 2021 avec la Chine. Très bien. Bon courage alors pour 2021. Merci beaucoup. Merci. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Insight Fashion Network. Merci et bonne écoute.